À la une de l'actualité ce soir, vaincre le terrorisme au Sahel du Burkina Faso passe par la collaboration avec toutes les composantes comme les chefs coutumiers. Et le chef d'état-major général des armées du Burkina l'a compris. Le général Oumarou Sadou était chez l'émir de Djibo avec qui il a discuté de la situation sécuritaire. Que se sont dit exactement? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, les écoles publiques de formation professionnelle des enseignants du primaire se conforment aux exigences des standards de formation professionnelle réunis à Kaya à cet effet. Les responsables de ces écoles réfléchissent à des réajustements au niveau des pratiques pédagogiques, mais aussi de l'organisation pratique de ces écoles. En Centrafrique, la capitale Bangui encore touchée ce 1er mai par des violences qui ont causé 16 morts. La conséquence de l'assassinat d'un prêtre et des musulmans lynchés. La crainte du retour des violences intercommunautaires est palpable dans ce pays. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, le Conseil des ministres estime que les sittings de protestation au Burkina sont illégaux. Le gouvernement qui a demandé l'avis du Conseil d'État sur l'usage du sitting dans l'administration publique, le gouvernement s'est également intéressé à l'allègement des procédures d'entente directe pour les marchés du programme d'urgence au Sahel. Explication, Mounira Kéré et Fabrice Nébier. Le Conseil des ministres sera délocalisé dans les différentes régions du pays. Le principe est adopté au cours de ce rendez-vous hebdomadaire. Des délocalisations motivées par la volonté exprimée du gouvernement d'être plus proche des populations et de rendre compte de sa gestion au quotidien. Il ne s'agit pas de faire des conseils pour faire des conseils. Il faut arriver à faire des conseils qui rapprochent le gouvernement des populations, qui permettent également de mieux présenter ce qui est fait au niveau de l'action gouvernementale. L'élément premier que son Excellence Roch Marc Christian Kaboré a mis en avant, c'est la question des coûts. On peut réduire les coûts de façon drastique par rapport à ce qui se faisait avant. Et il a donné donc ordre à tous les acteurs, le Premier ministre, le secrétaire général, le ministère des Finances, de prendre les dispositions pour que les coûts soient les moins importants possibles, que ça ne génère pas de dissipation d'argent ou d'argent mal affecté, mais qu'on aille vraiment à l'essentiel. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel, le Conseil a adopté un décret portant allègement des conditions de recours à la procédure d'entente directe dans la passation des marchés publics. Plus de 154 milliards de francs CFA seront mobilisés pour le compte de l'année 2018 et déjà 116,25 milliards de francs CFA sont déjà mobilisés par l'État et ses partenaires. Ces efforts vont toucher essentiellement les infrastructures de base, à savoir les écoles, les CSPS et les forages. Ils vont toucher également les infrastructures économiques, à savoir les routes, l'électricité et les marchés à bétail. Voilà donc ce que nous recherchons, avec également un accroissement et le renforcement des infrastructures et des équipements des forces de défense et de sécurité dans cette zone. Le ministre en charge de la fonction publique a aussi fait le point sur un avis du Conseil d'État portant sur le sit-in. Cette forme de lutte utilisée lors des revendications syndicales au Burkina serait illégale. Le Conseil dit que le sit-in n'est pas légal au Burkina Faso et que les agents qui s'adonnent à cette pratique sont dans l'illégalité totale et commettent une faute passive de sanctions disciplinaires dont le canton est laissé à l'appréciation du supérieur hiérarchique et des agents concernés. C'est pour dire que dans le cas de tout ce qui est mouvement de lutte syndicale, le gouvernement voulait rappeler que le respect du droit est un élément essentiel. Que pour sa part, tous les engagements qui ont été pris dans le cadre des accords précédents seront respectés, mais le gouvernement insiste que nous avons un cadre de discussion global qui devrait nous éviter ce que le chef d'État a appelé le coup par coup et régler définitivement les problèmes. Le Conseil a également adopté un décret portant feuille de route pour la mise en œuvre d'un identifiant unique pour la personne. L'objectif est d'asseoir une meilleure gouvernance et un meilleur jeu démocratique au Burkina. Dans l'actualité ce soir, en visite au nord du Burkina, le général Oumarou Sadou s'est rendu chez le chef de Djibo,
en l'occurrence l'émir. Le chef d'état-major général des armées du Burkina est allé solliciter davantage du soutien des autorités coutumières dans la lutte contre le terrorisme au Burkina. On se rappelle, les forces de défense et de sécurité avaient mené fin avril des opérations dans le nord et l'est du pays, des opérations qui ont permis d'arrêter une centaine de suspects et de déterrer des engins explosifs enfouis en terre. Adama Guiti, Oumar Zombré pour les détails. Vaincre le terrorisme, cela passe par une collaboration étroite entre forces armées et population civile. Le commandant en chef de l'armée et son staff sont ici chez l'émir de Djibo. Objectif, échanger avec lui sur la situation sécuritaire dans la zone, mais aussi solliciter son soutien et celui de la population. À chaque fois que j'ai l'occasion, moi je leur dis que ce n'est pas une histoire c'est pas un problème de militaires seulement. C'est le problème là, il est général et c'est tout le monde qui doit s'y mettre pour qu'on puisse trouver une solution. Aussi, en tout cas, les chefs coutumiers sont en train de s'organiser pour voir aussi dans quelle mesure ils peuvent intervenir. Bon, effectivement, nous, on n'a pas des armes, donc c'est la solution pacifique, c'est le dialogue. Les populations civiles sont les premières victimes des attaques terroristes. Et pour limiter les actions des terroristes, des opérations sont régulièrement menées. Mais une chose est sûre, ces actions militaires ne peuvent être efficaces sans le concours des populations. La population, elle est une grosse composante de ce que nous faisons. Et si je vous dis de me dire qui est terroriste, ce sera difficile. Ce n'est pas par le faciès, peut-être ce n'est pas par les habitudes, mais peut-être matériellement on a besoin de quelque chose pour les identifier. Et nous, dans nos systèmes de ratissage, quand les informations, les renseignements nous donnent, il peut arriver qu'on boucle une zone, c'est ce qu'ils font. Il y a des suspects que nous recherchons, qui nous sont indiqués par des gens qui veulent bien collaborer avec les forces de l'ordre. Grâce à la collaboration des populations lors de l'opération de ratissage et de contrôle de zone, les forces armées nationales ont pu déterrer plusieurs engins explosifs IED enfouis dans le sol. Des explosifs rudimentaires à l'image de celui-ci, récupérés par l'unité de déminage du groupement des forces antiterroristes GEFAT, et au général Oumarou Sadou d'inviter ces hommes à entretenir de bons rapports avec les populations afin de les mettre en confiance. En politique, l'UNURPS installe son coordinateur régional pour le Sahel à Dori. C'était ce samedi 28 avril en présence du président national du parti, Maître Bénéwendé Sankara. Le nouveau coordinateur a pour mission, entre autres, de restaurer le parti et de faire rayonner au niveau de la région. Sekou Songo à Dori pour les détails. Installé dans ses fonctions. Faisal Amassissé, installé coordonnateur régional de l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris UNIRPS. Cette installation lance une vaste campagne de restructuration du parti de l'œuvre au niveau de la région du Sahel. L'installation voudrait tout simplement une communion entre le coordonnateur régional avec sa base. C'est-à-dire ici par exemple on a je crois 4 provinces. Ces 4 provinces sont désormais sous la juridiction du camarade Cissé Faisal qui va travailler à l'animation du parti, à la mobilisation des militants dans la région du Sahel et œuvrer de concert avec la direction du parti à ce que les objectifs que l'UNIRPS s'est fixés depuis le Congrès soient atteints. L'UNIRPS veut apporter une meilleure gouvernance au Burkina Faso. Pour ce faire, le nouveau coordonnateur régional s'engage d'être un rassembleur. On nous demande de restructurer le parti. Il faut donc effectivement avoir cette image de rassembleur que le président vient de prononcer. Il faut avoir cette image d'humilité pour comprendre en fait qu'on n'est pas un militant super, mais plutôt un militant qui doit travailler de façon collégiale avec les autres camarades du parti pour effectivement asseoir un parti fort. À cette installation de Faisal Amassissé comme coordonnateur régional de l'UNIRPS, Maître Bénéwendé Stanislas Sankara, président du parti, appelle les militants et sympathisants à rester dignes et intègres à l'image de Thomas Sankara. Ce 1er mai, le Front Progressiste, un parti politique de jeunes, anime à Léo dans la Sicile des discussions sur la cohésion sociale et l'engagement politique des jeunes.
Il s'agit pour ce jeune parti politique de commencer à préparer le terrain pour les joutes électorales de 2020. Jean-Eudes Bayala, Maxime Zongo ont suivi la conférence pour nous. Le FP, le Front progressiste créé il y a de cela 3 ans, un parti jeune animé par des jeunes qui disent avoir beaucoup d'ambition. Notre parti est dans l'alliance des partis de la majorité présidentielle, APMP. Notre objectif, c'est de conquérir le pouvoir d'État en 2020 et en tout cas proposer un nouveau PNDS populaire en 2020. Cette initiative, selon les premiers responsables du parti, pour contribuer à l'animation de la vie politique nationale. En se rendant à Léo, dans la Sicile, l'objectif, selon eux, était de se rapprocher des militants et sympathisants de la localité, mais surtout de les sensibiliser sur la nécessité de s'engager en politique. Cette activité rentre dans le cadre des activités de routine pour tout parti politique, en tout cas qui se veut sérieux, c'est-à-dire c'est l'animation de la vie politique nationale. Engagement politique et cohésion sociale, sécurité, défense et développement, participation de la population au développement, autant de thèmes qui ont fait l'objet d'intenses débats. Les conférenciers du jour, Sa Majesté le chef coutumier de Léo, un ancien fonctionnaire international qui a tenu à partager son expérience de la gestion des affaires publiques. Khalifara Serré du MATDS, Ali Bagué et le président du FP en personne étaient les autres conférenciers. Des conférenciers qui, 3 heures durant, ont tenu le public de Léo en haleine. Médias et justice, enjeu de la communication judiciaire dans un contexte post-insurrectionnel, comment amener les journalistes à mieux collaborer avec les acteurs de la justice? Autant de sujets évoqués ce 2 mai à Ouagadougou à l'occasion d'un panel organisé par le Centre national Norbert Zongo. On retient de ce panel que les médias ont besoin d'un état de droit pour agir, tout comme ils sont le ferment de l'état de droit. On en sait davantage avec Vincent Tiendrebeo. Médias et justice, c'est le thème central autour duquel le Centre national de presse Norbert Zongo consacre une journée à travers plusieurs panels. En plantant le décor, le premier substitut du procureur relève l'importance de la presse et de la justice dans la plénitude de l'état de droit. Tant qu'il n'y a pas de justice, je pense qu'on ne peut pas parler d'état de droit. Une justice républicaine conforme, n'est-ce pas, aux règles communément admises sur le plan international et aussi conforme à la Constitution. L'état de droit se caractérise par l'existence et l'effectivité de la presse, et pas de la presse seulement, mais d'une presse libre, une presse qui joue pleinement son rôle d'éveil des consciences, d'information et de veille par rapport donc aux autres pouvoirs. Aussi important l'un que l'autre, quelle relation entretiennent le 3e et le 4e pouvoir dans l'intérêt de l'état de droit. Un ancien collègue désormais passé de l'autre côté, je veux dire au barreau, a eu une belle formule que je voudrais bien rappeler. Il a dit, le journaliste et le juge ont 2 valeurs en partage, que sont la liberté et la vérité. Cependant, ils ne tiennent pas la même horloge, parce que l'un marche d'un pas pressé, soumis au dictat de l'actualité, tandis que l'autre doit juger sans précipitation. Sur les dossiers judiciaires, le procureur et le journaliste n'ont pas le même niveau de réserve, le premier évitant de communiquer toute information pouvant entraver l'enquête. Point de vue partagé par le directeur de la justice militaire. Deuxième panéliste qui semble indiquer que le journaliste va souvent trop vite dans la diffusion de ces informations. En réalité, le secret des débats, même en général, c'est destiné à protéger toutes les parties. Et ça vise surtout la sérénité des débats. Et je prends un exemple très simple en ce qui me concerne. J'ai vu des exemples. La dernière fois, j'ai vu des journalistes titrer que j'aurais tenu des propos vis-à-vis du général Honoré, ce qui n'a jamais existé. J'étais très surpris. Pourtant, le contexte actuel appelle journalistes et acteurs de la justice à mieux collaborer. Les enjeux de la communication judiciaire dans un contexte post-insurrectionnel, c'est le thème du panel suivant, animé par des experts de l'information et de la communication, comme Jérémy Sigué et Serge Théophile Balima.
Je vous l'annonçais en titre, les écoles publiques de formation professionnelle des enseignants du primaire au Burkina se conforment aux exigences des standards de formation professionnelle. Réunis à Kaya à cet effet, les responsables de ces écoles réfléchissent donc à des ajustements au niveau de la pratique pédagogique, mais aussi de l'organisation pratique de ces écoles. Des détails avec Nongba Kouda et Maïmouna Traoré. Pour cette rencontre annuelle des responsables des écoles nationales des enseignants du primaire ENEP, la réflexion porte sur le thème « Amélioration du cadre juridique pour une bonne gouvernance des ENEP ». L'accent est essentiellement mis sur la gestion administrative et académique. Il s'agira pour les participants de s'approprier les nouveaux textes et de relire ceux comportant des insuffisances afin de les adapter aux nouvelles exigences. Il s'agit notamment du règlement intérieur et également il va s'agir d'élaborer un arrêté qui va régir la prise en charge des différentes activités menées au niveau des ENEP. Alors à cela, il faut aussi également dire qu'au niveau des ENEP et pour naturellement nous adapter à l'évolution d'ensemble pour les structures de formation, nous devons réfléchir sur des modalités pratiques de mise en œuvre du nouvel arrêté en rapport avec le nouveau régime de la scolarité dans les centres et écoles de formation professionnelle. Les stratégies de mise en œuvre du plan national de développement économique et social dans les ENEP ainsi que les changements intervenus au niveau du régime de la scolarité seront également abordés. Les nouvelles dispositions réduisent un peu le nombre de mois. De 24, on passe à 18. Et donc, ce qui nécessite des réajustements, non seulement au niveau des pratiques pédagogiques, mais également de l'organisation pratique même de ces écoles. Les conclusions de cette rencontre devraient contribuer à l'instauration d'une bonne gouvernance administrative et pédagogique dans les écoles nationales des enseignants du primaire. En santé, désormais, il y aura des étoiles pour classer les meilleures formations sanitaires au Burkina. Une démarche de certification est en cours par le gouvernement burkinabé. Le processus de certification aboutit. Les formations sanitaires recevront à cet effet des labels qui les distingueront par la qualité des soins fournis aux populations. Jean Zongo, Maïmouna Traoré. Garantir l'accès des populations aux soins de qualité, le processus est en marche. Une stratégie nationale de qualité des soins a été définie et cette rencontre a pour but de valider la démarche de certification d'une formation sanitaire. Si cette démarche est validée, nous allons élaborer un référentiel qui va définir l'ensemble des normes, l'ensemble des exigences de qualité par formation sanitaire, par niveau de formation sanitaire, et ensuite mettre en œuvre ce référentiel en accompagnant les formations sanitaires à répondre aux exigences spécifiées. Et troisièmement, nous allons commencer l'évaluation pour dire, voilà les formations sanitaires, ils sont à 1 étoile, à 2 étoiles, à 3 étoiles, 4, comme les hôtels. Si vous êtes à 5 étoiles, normalement, vous devez vous attendre à la qualité. Et si cette personne est à ce niveau de qualité, il y aura une récompense. Et celui qui n'a pas de qualité, la démocratie sanitaire va exiger que tout le monde tombe sur cette formation sanitaire. Toutes les formations sanitaires, privées et publiques, sont concernées. L'enrôlement sera progressif et les exigences en fonction du niveau des soins. Le PNDR nous a exigé que 50% de certaines formations sanitaires soient déjà évaluées pour voir quel est leur niveau de qualité. Mais le chemin risque d'être long parce que c'est maintenant que nous commençons et nous ne savons pas à quel niveau nous allons trouver les formations sanitaires et qu'est-ce qu'il faudra faire pour qu'elles répondent aux exigences de qualité. La certification d'une structure sanitaire est valable pour 3 ans, période à l'issue de laquelle elle est soumise à nouveau à une évaluation de conformité aux normes de qualité. Et puis, qu'est-ce qu'une personne vulnérable? Quels sont les critères qui la caractérisent? Le Conseil national pour la protection sociale a entrepris une opération pour l'identification de ces personnes vulnérables. Comment l'opération s'est déroulée? La réponse avec Nathalie Sawadgo. La méthodologie consensuelle est un outil élaboré par le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale pour permettre le ciblage des personnes vulnérables. 2 opérations de ciblage ont été réalisées dans 23 communes réparties dans 10 régions du pays. Pour la première phase, plus de 13 000 personnes issues de 1493 ménages
ont bénéficié de soutien à travers, entre autres, la distribution de 396 tonnes de vivres, un appui scolaire pour plus de 3000 enfants et cette rencontre des maires des communes concernées pour la mise en œuvre de la méthodologie consensuelle vise à échanger sur les résultats de l'opération. Le bilan il est assez positif, quoi qu'on dise, puisque l'année dernière, nous avons fait une petite évaluation depuis que nous avons commencé le ciblage. 5 communes en 2016, 18 communes en 2017, donc ça fait 23 communes. Nous avons fait une évaluation pour voir un peu comment la méthodologie est déroulée sur le terrain, quels sont les problèmes, les insuffisances, et je crois que c'est maintenant l'occasion d'échanger avec les différents maires, les différentes communes qui ont appliqué la méthodologie, pour voir comment nous pouvons encore renforcer ce qui est fait sur le terrain, pour davantage améliorer la méthodologie. Au sortir de cet atelier, des propositions doivent être faites pour une mise en œuvre réussie de la méthodologie consensuelle. Toute chose qui va permettre à l'État d'utiliser prioritairement ses propres ressources humaines pour l'élaboration du registre unique des personnes vulnérables en faisant des services sociaux communaux des centres d'enregistrement. Dans le reste de l'actualité, la saison sèche rime avec souffrance pour les éleveurs pasteurs de la région du Sahel. Première région d'élevage du Burkina, la région souffre d'un manque criard de retenue d'eau malgré les efforts fournis par les autorités. Face à cette situation, certains éleveurs ont choisi d'émigrer vers d'autres zones de l'intérieur, allant même à quitter le pays. Ceux qui sont restés essaient tant bien que mal de sauver leur cheptel. Une situation qui menace la filière élevage dans la région. Explication avec Jérôme Tendano, sur place à Dori. Ce ne sont pas des orpailleurs, mais plutôt des éleveurs et bergers à la recherche de l'or bleu. Nous sommes sur le site d'abreuvement de Soukoundou, à une trentaine de kilomètres de Gorom Gorom. Dans cette zone, dite pastorale, abreuver son animal relève d'un parcours du combattant. Il y a d'autres même, c'est arrivé, ils viennent 30 kilos pour venir ici, 25 kilos pour venir ici. Mais les gens qui viennent dans 30 kilos là, ils peuvent faire 2 jours ici, 3 jours, il ne va pas gagner l'eau. Ça attend. Et puis il n'y a pas beaucoup de bœufs même. Tous les mauvais là sont partis au Niger, Mali. Des puisards de toutes sortes, on en trouve à Soukoundou. Mais des puisards contenant de l'eau en quantité, on en cherche. Pour la consommation en famille, il faut monter la garde et s'armer de patience, ou alors répartir brédouille. Nous sommes venus très tôt ce matin pour chercher de l'eau. Nous avons beaucoup attendu. Et comme l'eau ne suffit pas à abreuver les animaux, nous sommes obligés de repartir. Nous allons revenir le soir pour voir si on va avoir ne serait-ce qu'un peu d'eau. À une cinquantaine de kilomètres de là, la mare d'Oursi avec ses milliers de mètres cubes d'eau. Le liquide précieux est certes abondant, mais pour un élevage de type extensif, les difficultés ne manquent pas. Une grande partie de nos troupeaux a migré vers les pays voisins. Ici, il y a de l'eau, mais il faut aller à des dizaines de kilomètres pour avoir du fourrage. Certains animaux meurent sur le chemin. C'est très difficile pour nous. Je suis venu faire boire mon troupeau. Dès ce soir, je reprends le chemin de la brousse. Il me faut 1 jour et demi de marche pour atteindre la zone de pâturage. Mes animaux vont passer 2 jours sans boire. À Aliakoum, à quelques encablures de Gorom Gorom, la situation n'est guère reluisante. Le Bouli ne dispose plus de la moindre goutte d'eau. Notre principale difficulté ici, c'est le manque d'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie. Nous sommes donc obligés de nous débrouiller avec des puisards pour faire boire nos animaux. L'impact du manque d'eau sur la production animale, les autorités provinciales en charge de l'élevage de l'Oudalan en sont conscientes. Même si l'aliment mange, quelle que soit la quantité de nourriture que vous donnez, si en fait il n'y a pas de l'eau, l'aliment ne peut pas prendre de poids. Ce que vous avez remarqué, c'est qu'on va remarquer, c'est que les animaux maigrissent. C'est dit à tous, c'est pas seulement dit en fait, au manque de nourriture, mais c'est mieux au manque d'eau. Parce qu'ils peuvent consommer, mais il faut quand même l'eau qui est un facteur essentiel pour la prise de poids. C'est pour quand même vous allez voir comment on les projets. On dit l'eau, il faut donner en quantité. Là-bas, on ne calcule pas. Des projets tels le forage Christine, la construction des forages pastoraux et autres retenues d'eau sont les actions entreprises pour satisfaire les éleveurs de la région du Sahel. Cependant, la situation requiert des actions supplémentaires car la survie de la filière élevage en dépend.
À l'étranger en Centrafrique, au moins 16 personnes, parmi lesquelles un policier, un prêtre et un enfant, ont été tués ce mardi à Bangui à la suite d'affrontements entre un groupe armé et les forces de sécurité, plongeant ainsi la capitale centrafricaine dans un nouveau cycle de violence. Regardez. La République centrafricaine, à nouveau endeuillée par des violences. Au moins 16 personnes sont mortes et une soixantaine ont été blessées dans l'attaque d'une église à Bangui, la capitale, et les affrontements qui ont suivi. L'attaque aurait été perpétrée par un groupe armé musulman dans une ville où les tensions restent très vives avec la majorité chrétienne. À l'autre là, Fatima, pour notre fête patronale. Et soudain, on s'est rencontré avec les musulmans qui sont venus tirer sur nous. Bon, finalement, ils ont en tout cas lancé des grenades, les roquettes, et puis il y a eu tellement de dégâts. Parmi les victimes, le prêtre qui officiait et un enfant. Suite à l'attaque, des actes de représailles ont eu lieu dans d'autres quartiers de Bangui. La République centrafricaine connaît un processus de transition difficile suite à des années de violence sectaire et l'État ne contrôle qu'une maigre partie du territoire, des groupes armés s'affrontant dans les provinces pour le contrôle des ressources. Et puis un attentat suicide a visé ce 2 mai le siège de la Haute Commission électorale libyenne. D'après un bilan provisoire, au moins 12 personnes auraient été tuées lors de l'explosion. L'attentat a été revendiqué par le groupe terroriste État islamique. C'est le processus démocratique qui était visé. Voici les seules images dont on dispose de cette attaque perpétrée par 4 hommes armés en Libye ce mercredi matin à Tripoli. Au moins 12 personnes ont été tuées et 7 autres blessées dans un attentat contre le siège de la Haute Commission électorale. Lors d'une visite à la Ligue arabe au Caire il y a 2 jours, Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, déclarait justement que la situation en Libye s'était récemment améliorée. La lecture croisée des journaux, une lecture croisée proposée ici par Aimé Solange Guigma. 1er mai 2018 au Burkina, l'UAS égrène les bleus de l'âme de la société, titre aujourd'hui au Faso. Elle estime que le Burkina est malade et pour cause, rapporte ce journal, 219 écoles ont été fermées, 751 enseignants en abandon de poste et plus de 20 000 élèves en hors classe dans le nord et le Sahel du pays. Sans oublier le chômage qui frappe durement la jeunesse, la fraude et la corruption qui prennent des proportions inquiétantes. Manque de logement, idem pour la justice, avec à la clé la poursuite de la politique de l'impunité pour les acteurs de crimes de sang et de crimes économiques, sans occulter les revendications sociales tous azimuts. Bref, en marchant ce 1er mai, l'UAS espère que le gouvernement ne redoublera pas 2 fois, indique l'observateur Palga. Elle appelle donc les travailleurs à plus de courage et de combativité pour sauvegarder les acquis et arracher de nouvelles victoires, notifie Sidoya. Pour le journal Le Pays, trouver le juste milieu est nécessaire car tout l'argent du pays ne saurait servir à payer seulement les fonctionnaires. Hors de chez nous, la dissolution de l'Assemblée nationale gabonaise intrigue les journaux. Perçu comme un séisme politique par Sidoya, un coup de tonnerre par Le Pays et coup de théâtre par l'observateur Palga, cette vertu tardive de Marie-Madeleine Boronso, elle-même accusée d'être dans l'illégalité, est un imbroglio de vraie fausse légitimité institutionnelle, selon l'observateur Palga, où le ridicule courtoie l'arbitraire dans des entourloupettes dont seules les républiques bananières ont le regrettable monopole. Mais pour Le Pays, cette décision audacieuse de la Cour constitutionnelle du Gabon mérite d'être saluée à sa juste valeur, même si son courage s'arrête au seuil du palais du bord de mer. Dans tous les cas, c'est un moyen, d'après le journal de tous les Burkinabés, pour Ali Bongo de travailler à consolider son pouvoir qu'à organiser des élections législatives pouvant susciter des troubles comme à la présidentielle et à l'issue desquelles il n'est pas sûr de gagner à tous les coups. Et puis une page triste avant de refermer ce journal, le monde du cinéma en deuil. Abel Naba, premier chef machiniste du Burkina, a tiré sa révérence hier à l'âge de 71 ans.
Abel Naba, qui a débuté sa carrière de machiniste en 1980 à l'époque à Cinafrique, première maison de production de cinéma, a travaillé sur plusieurs films burkinabés et étrangers. Citons entre autres Yaba et Tilaï de Idrissa Ouedraogo, Sarawinia de Med Ondo, Le Grand Blanc de Lambaréné de Basek Bakodio, Boudiam de Gaston Kabouré, Wenkouni de Pierre Yamniego, Oussia, Le Rêve du Python de Dani Kouyaté. L'inhumation de Abel Naba a eu lieu cet après-midi. Sincères condoléances à sa famille et pleureux. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.